New York, 13 mars 1964, 3 h du matin. Une jeune femme du nom de Kitty Genovese rentre chez elle. Après avoir laissé sa voiture sur le parking, elle fait la mauvaise rencontre de Winston Moseley. En tentant de fuir, elle se fait poignarder 2 fois dans le dos. Réveillée par ses cris, un voisin intervient du haut de son 7e étage. C'est pas bientôt fini ce bordel! Cela suffit à mettre en fuite l'agresseur. Mais meurtrie, Kitty peine à rejoindre le hall de son immeuble situé de l'autre côté du bâtiment. Ce qui laisse le temps à Winston de revenir finir le travail. 10 coups de couteau de plus suffiront à la faire taire définitivement. Il la viola et vola tout ce qu'elle avait sur elle. En tout, l'agression aura duré plus d'une demi-heure. Les journaux parleront de 38 témoins. Mais à part le voisin du 7e et un appel à la police à la fin de l'agression, personne n'est intervenu concrètement. Alors pourquoi ces 38 personnes n'ont rien fait? Avaient-elles toutes compris de travers la sagesse bouddhiste qui incite à ne rien entendre, ne rien voir et ne rien dire? Étaient-elles horriblement cruelles ou sadiques? Ou n'étaient-elles que lâches? Et comment on aurait réagi, nous? 38 témoins, 38 lâches. Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, ça devient monsieur tout le monde. Bon, récemment, on s'est rendu compte que les journalistes avaient un peu exagéré les faits. Mais ce genre d'événement s'est reproduit suffisamment d'autres fois pour que l'exemple reste pertinent. Notamment l'année dernière à Lille où une jeune femme s'est fait agresser sexuellement dans le métro sans que personne n'intervienne. Et c'est donc l'histoire de Kitty Genovese qui a piqué la curiosité de 2 chercheurs en psychologie, Darley et Latané. Ils se disaient que la haine publique déchargée contre les témoins n'était peut-être pas si légitime que ça. Et que ce qui avait déterminé leur comportement, ce n'était pas forcément leur personnalité soi-disant déviante, mais plutôt la situation, et notamment le nombre de témoins. Ils ont donc mis en place une série d'expériences pour tester leur hypothèse. Une de leurs études consistait à convier des participants dans une salle pour leur faire remplir un questionnaire. C'était une excuse bidon bien sûr, en fait on voulait voir leur réaction face à de la fumée sortant de la salle d'à côté, et voir s'ils prévenaient les expérimentateurs. Dans une condition, ils étaient seuls dans la pièce. Mais dans une autre, ils étaient accompagnés de 2 complices qui restaient volontairement passifs. Quand ils étaient seuls, les 3/4 réagissaient en moins de 6 minutes. Mais quand le sujet est avec 2 autres personnes passives, seulement 10% prévient les expérimentateurs. Il semble donc que la présence des autres peut nous empêcher indirectement d'agir. Mais qu'en est-il pour une réelle situation d'appel à l'aide? Dans une autre étude, des étudiants étaient conviés à avoir une discussion par interphone avec d'autres étudiants. Sauf que les soi-disant autres étudiants n'étaient en fait que des enregistrements. Et l'un d'entre eux simulait à son 2e tour de parole une crise d'épilepsie en appelant à l'aide. Dans une condition, le participant pensait être seul avec la pseudo-victime. Dans une 2e condition, le participant pensait qu'il y avait également une autre personne, capable aussi d'entendre l'appel à l'aide. Et dans une 3e condition, c'est 4 autres témoins que le participant croyait présents. Quand les participants croyaient être les seuls à pouvoir intervenir, ils le font dans 85% des cas, et en moyenne en 52 secondes. Quand ils pensaient qu'il y avait une autre personne susceptible d'intervenir, ils ne sont plus que 65% à agir, et en 93 secondes en moyenne. Et quand ils pensaient qu'il y avait 4 autres témoins, seuls 31% interviennent, et en moyenne en 166 secondes. Il y a eu d'autres études, d'autres chercheurs, mais toujours la même conclusion. Plus il y a de témoins, moins on intervient. Cet effet, on l'appelle l'effet spectateur, ou l'effet témoin, ou l'effet du passant. Enfin bref, ça a donné lieu au modèle de Latané et Darley, qui nous dit que pour qu'un individu vienne en aide à une personne en difficulté, il faut qu'il franchisse 5 étapes. 1. Remarquer l'urgence ou le besoin d'aide. Bon, pas besoin de développer, c'est sûr que si on voit pas ou on n'entend pas ce qui se passe, on va pas intervenir. Logique. Mais en 2, déjà, ça se corse. 2. Interpréter la situation comme urgente. C'est pas tout de voir la situation, mais il faut aussi la comprendre. Alors parfois c'est simple, hein, par exemple si quelqu'un est sur le point de se faire renverser, ou si la victime demande d'elle-même explicitement de l'aide. Mais d'autres fois c'est beaucoup moins simple, on peut par exemple ne pas croire l'appel à l'aide. La fameuse histoire de l'enfant qui criait au loup par exemple. On peut aussi ne pas savoir si c'est un réel conflit ou seulement un jeu entre amis. Bref, quand la situation est ambiguë et qu'on doute, la bonne solution c'est de regarder les autres. Si c'est vraiment urgent, quelqu'un d'autre réagira. Sauf si tout le monde se dit la même chose. Et ils se disent la même chose, et chacun reste passif dans son coin, dans l'attente de la réaction d'un autre. C'est ce qu'on appelle l'ignorance collective. Ou l'ignorance plurielle. Ou l'ignorance pluraliste. Enfin bref, c'est encore plus renforcé par le fait qu'on a peur de se tromper, d'être ridicule, d'être celui qui panique alors qu'il n'y a rien de grave. Les recherches ont montré qu'un moyen de contrer l'effet, c'est de se parler, et de décider à plusieurs de l'urgence de la situation. Donc souvent on a plus d'interventions quand les témoins se connaissent déjà parce que du coup c'est plus facile de se parler. On n'a passé que 2 étapes et déjà c'est pas simple. 3. Se sentir responsable de l'aide à apporter. Ce qui complique les choses ici c'est la diffusion de responsabilité. Ou la dilution de responsabilité.
Bref, c'est le simple fait qu'on se dit que quelqu'un d'autre interviendra bien, et que par conséquent, ce n'est pas forcément à nous de le faire. Mais encore une fois, vu que tout le monde se dit la même chose... Mais cet effet ne marche pas quand on se sent personnellement plus responsable ou plus apte à agir que les autres témoins. Donc quand quelqu'un nous a explicitement chargé de cette responsabilité et qu'il nous a demandé de surveiller quelqu'un ou quelque chose. Ou simplement parce qu'on est censé être plus compétent que les autres dans cette situation. Par exemple, un médecin ne va pas se demander si quelqu'un d'autre peut intervenir s'il assiste à un malaise. Et pareil pour un maître nageur en cas de noyade. Donc si vous avez besoin d'aide, il faut directement pointer quelqu'un ou appeler une compétence précise, comme les médecins, les infirmiers ou les mécaniciens si vous êtes en panne, ou... Enfin voilà quoi. Imaginons maintenant qu'on a vu la situation, qu'on s'est dit qu'il y avait besoin d'aide et qu'on se sent responsable pour intervenir. Et ben maintenant, il faut décider d'un moyen pour aider. Cette étape est liée à la précédente parce qu'elle repose en partie sur notre compétence dans le domaine sollicité. Mais elle repose également sur notre expérience. Plus on a déjà aidé dans le passé, plus c'est simple de trouver comment aider maintenant. Et une fois qu'on a trouvé comment aider, faut-il encore décider de passer à l'action. Et que vous aimiez ou pas les maths, à ce moment-là, votre cerveau, lui, en fait. C'est le calcul du passant. Oui, non. Juste le calcul du passant. Qu'est-ce que ça coûte à la victime que je ne l'aide pas? Qu'est-ce que ça me coûte de l'aider? Si le rapport entre les deux me convient, alors j'aide. Sinon, tant pis pour l'autre. Par exemple, dans une recherche, on a découvert que le fait d'avoir travaillé sur un texte prenant l'aide à son prochain n'avait pas vraiment eu d'influence sur l'aide apportée à une fausse victime. Ce qui en avait eu en revanche, c'est l'empressement des participants. Plus le participant était pressé, moins il aidait. Et on a le même genre de résultat en manipulant la prise de risque d'être ridicule. L'aide n'est donc garantie que si ça ne nous coûte presque rien et que ça apporte beaucoup à l'autre. Mais le passage à l'action est aussi déterminé par notre interprétation émotionnelle. Lorsque la situation est ambiguë, on se fie un petit peu aux réactions de notre corps pour prendre la décision d'agir. Quand on est face à une situation d'urgence, notre cœur s'emballe. Et ça nous fait justement nous rendre compte que c'est une situation d'urgence. Mais quand on fait croire à des participants qu'ils vont avoir le cœur qui s'emballe à cause d'un médicament qu'on vient de leur donner, et qu'on les met ensuite face à une situation ambiguë, ils mettent en moyenne 60% de plus de temps à passer à l'action. En conclusion, si nous manquons parfois de courage ou de volonté pour aider les autres, ce n'est pas majoritairement dû à notre personnalité, mais bien à la situation. Plus il y a d'autres témoins, plus il est difficile de prendre conscience que notre aide est importante. Entre l'ignorance collective, la diffusion de responsabilités, notre sentiment d'incompétence, le calcul de ce que ça coûte, il est normal que l'on s'y perde et qu'il soit parfois plus facile de passer notre chemin. Sauf que maintenant vous savez. Vous savez que tout ça ne sont que des biais de raisonnement qui peuvent être dangereux pour les autres. J'espère donc que par cette vidéo, vous avez augmenté votre sentiment de responsabilité et que vous vous sentirez donc responsable d'aider les autres à comprendre ce phénomène. En partageant cette vidéo, par exemple. Par exemple.